Les personnes savent qu'elles sont en situation d'illégalité dans 99% des cas. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'on a 180 dossiers ouverts sur la région. On va peut-être arrêter de se taper dessus et on va peut-être essayer d'échanger. Nous sommes des métiers de contact, nous sommes sur l'humain et on va se réemparer, je pense, grâce à l'intelligence artificielle, encore plus de contact et de valeur ajoutée humaine. En servir et être utile, c'est vraiment mes deux mots. Bienvenue sur le podcast de Comptatech, le média de l'innovation comptable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Comptatech. Pour la première fois, donc soyez un peu indulgents, j'accueille deux invités. Merci Alban, merci Damien de nous rejoindre aujourd'hui pour cet épisode. Et je vais tout simplement peut-être commencer par vous laisser vous présenter rapidement. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur, Alban Pousset-Bougère, je suis actuellement bâtonnier du barreau de Lyon, donc je représente les 4000 avocats du barreau de Lyon. Je suis évidemment moi-même avocat au sein d'un cabinet qui s'appelle Cornet-Vincent-Ségurel, dont le siège est à Nantes et qui a des bureaux à Nantes, à Rennes, à Paris, à Bordeaux, à Lille et à Lyon. Super, merci beaucoup. Et Damien Cartel, expert comptable, commissaire aux comptes, un seul site dans l'Est lyonnais, cabinet C Conseil, et président du Conseil régional de l'ordre Auvergne-Rhône-Alpes. Siège est situé à Lyon. On a plaisir à t'accueillir à Lyon, Arthur. Et du coup, comme vous l'aurez compris, on a deux personnes qui dirigent du coup leur ordre respectif en local, donc les avocats, les experts comptables. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de se concentrer principalement sur peut-être déjà comprendre en fait pourquoi vous vous êtes engagé auprès de votre profession dans l'ordre. Et puis ensuite, peut-être comprendre, faire un peu des parallèles, comprendre comment l'ordre, chacun des ordres défend sa profession, ce que vous mettez en place comme action dans votre programme pour anticiper l'arrivée de l'IA générative, la digitalisation, l'évolution des demandes clients. C'est tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Mais peut-être du coup, pour commencer, pourquoi vous vous êtes engagé, pourquoi vous êtes rentré en politique chacun? On va peut-être commencer par toi cette fois, Damien. Arthur, oui, c'est pas une vocation en fait, hein. Tu commences tu donnes le petit doigt. Moi, j'ai commencé comme sachant pour l'exercice illégal, alors que j'étais assez disponible. On est en 2012, je viens d'être inscrit. Je suis assez séduit par le discours du président de l'ordre à l'époque, qui fait de notre profession une profession d'excellence et un petit peu à part, un hub économique en quelque sorte. C'est comme ça qu'il le présente. Je suis assez séduit par le président de l'ordre. Il explique qu'il y a quelques besoins, effectivement, de bénévolat et d'assistance des confrères, de la part des confrères en région. Et puis, voilà, je sollicite, on me confie quelques missions de sachant en exercice illégal, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, tu donnes le petit doigt, puis tu te fais avaler tout entier parce qu'en fait, je me passionne pour le métier à ce moment-là, pour le contact qu'on peut avoir avec nos confrères, avec l'interprofessionnalité, les personnes qui nous entourent, le monde économique qui nous entoure. Et puis aussi peut-être avec une certaine arrière-pensée de rendre ce qui m'a été donné, parce que j'ai de la chance dans mon parcours scolaire, début du parcours professionnel, et puis aussi parce que j'avais été initié par un associé précédemment au monde professionnel, enfin de politique professionnelle, on va dire. Voilà. Et puis enfin, pour cet engagement qui arrive un petit peu au bout, là, celui actuel, aussi faire profiter de l'expérience que j'ai pu acquérir depuis mes premiers pas d'élu, on va dire en 2016 jusqu'à maintenant, qui sont passés par le Conseil régional et le Conseil national, et puis essayer de mettre des choses en œuvre dans le contexte actuel. Trop bien, merci beaucoup. Et toi, du coup, Alban? Écoute, moi, en fait, c'est une longue histoire. C'est vrai que je pense que quand on représente nos ordres, comme Damien, il faut être passionné par notre métier, ce qui effectivement a toujours été mon cas. Et c'est vrai que je me suis toujours investi je dirais, dans la chose collective au sens large. Donc j'ai été représentant du jeune barreau dès mon inscription au barreau en 94. Et puis j'ai été élu 2 fois membre du Conseil de l'ordre. Et puis ensuite, j'ai assuré d'autres fonctions, notamment au conseil de discipline régional. Mmh. Pendant 10 ans, j'ai représenté les bâtonniers successifs dans les relations entre l'ordre des avocats et la cour d'appel. Donc c'est vrai que petit à petit, on voit un peu l'ensemble des sujets, on s'intéresse. Faut bien sûr s'intéresser à la problématique de la profession, voir comment elle évolue, voir comment on souhaite qu'elle évolue, et puis on est piqué en fait. Donc il y a un moment où il y a un alignement des planètes et on se dit ouais, pourquoi Il faut y pas, il faut y aller. aller et c'est à moi d'y aller cette fois-ci. Et c'est comme ça que on se présente.
toujours une belle bataille dans nos professions. C'est comme ça que j'ai été élu avec la vice-bâtonnière Sarah Kébir. Super. Alors du coup, quand je vous écoute, vous parlez pas mal de défendre votre profession et puis aussi de rendre un peu ce qu'on vous a donné peut-être par le passé. Hein. Si on se concentre sur la partie défense de la profession, c'est quoi pour vous les grands points à défendre? Je pense que on peut peut-être commencer par le point de je sais pas si on parle de monopole ou de prérogative, mais je crois que le cas de vos deux professions, il y a une sorte de chasse gardée entre guillemets quoi. Est-ce que ça c'est un point tu disais que tu avais commencé justement par là sur l'exercice illégal. Mmh. Est-ce que c'est un point que les deux ordres adressent de la même façon ou pas Je commence du Ouais. coup. Sur la partie prérogative, alors moi j'ai été piqué du coup directement puisque on va dire que la première mission qui m'a été confiée, c'est cette mission de sachant qui est essentielle, c'est d'aller faire des constats sur ordonnance avec les forces de l'ordre, huissiers, parfois serruriers, parfois informaticiens, pour constater l'exercice illégal ou en tout cas la suspicion d'exercice illégal qu'on avait, on le constate avec des faits. Et c'est des missions qui changent du quotidien, qui nous font sortir de notre zone de confort les premières fois des cabinets, mais ça apprend beaucoup de choses aussi sur l'état de la société, sur cet exercice illégal en fonction des territoires qui se fait différemment, il est multiforme et Il y en a beaucoup ou t'as oui, une alors idée toi, une estimation de en fait, on peut pas avoir une estimation. Ce qu'on voit, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est ça. C'est souvent malgré tout, quand même, un exercice illégal d'inconfort, c'est-à-dire une difficulté économique, un licenciement, quelque chose qui a prolongé. Et puis parfois, c'est un exercice illégal extrêmement structuré, avec des salariés, des outils, de la digitalisation, etc. Et ce qu'il faut retenir derrière l'exercice illégal, le danger, il est pas dans le microcosme, il est multi sujet. On a une prérogative, on a une excellence dans notre profession. On fait alors, Alban en parlera tout à l'heure, mais on a bac+8, on a une formation, où on a un adage science, conscience, indépendance, c'est pas pour rien. Chaque mot, est pesé, notamment, l'indépendance et l'exercice illégal, le danger, c'est bien sûr le client, immédiat, mais c'est également, l'environnement économique qui peut être trompé, par des comptes ou des la impôts non banque, recouvrés et la déloyauté vis-à-vis, de cotisations non recouvrées ou autres et en général des réseaux criminels. Tu me demandais le nombre, en fait on peut pas imaginer, le nombre qu'il y a derrière, c'est très compliqué. Je sais que Penny Lane, vous avez eu, vis-à-vis de nous une démarche à l'ordre de dire: «On va vous aider». Gilles l'a eu Mmh par ailleurs dans le passé, et cetera. On va essayer de détecter, faire la détection, mais c'est extrêmement compliqué. Mmh. Les personnes savent qu'elles sont en situation, d'illégalité dans 99 des cas. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'on a 180 dossiers ouverts sur la région. Ouais, juste sur la région. Bien sûr, sur la région. Ce que je peux te dire aussi, c'est que, plus tu cherches, plus tu trouves. Enfin, en tout cas, plus tu démontres par l'ordre, que tu as une velléité d'aller combattre l'exercice illégal, plus on te le signale. Mmh. Donc voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que le Conseil régional de l'ordre Auvergne-Rhône-Alpes est pionnier sur le sujet depuis 25 ans. C'est pas une démarche nouvelle, qu'il y a eu une montée en puissance. Si je te donne un ordre d'idée, on est en 2016-2017, on traite 60 dossiers, aujourd'hui 190. Je te dis pas qu'il y en a plus qu'avant, je te dis Tu trouves sans plus doute qu'avant, qu'on nous le quoi. signale Mmh. plus. On traite aussi plus vite, on traite mieux. Voilà, avec des fois des échecs. On n'arrive pas toujours à matérialiser ce qu'on veut. Il faudra peut-être y retourner. Voilà, il y a plusieurs process, des process civils, des process sur du pénal. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la condamnation n'est jamais suffisamment forte. Elle va jamais au bout du texte. Elle n'est jamais assez, en tout cas à mon goût, suffisamment pénalisante et ne permet pas un arrêt immédiat, systématique des illégaux et que c'est un fléau. C'est un fléau pour l'économie française, l'économie régionale, mais je pense sur tous les territoires nationaux et c'est un danger majeur pour les clients. Voilà. OK. Côté barreau, aussi ça existe. Alors j'aime
pas trop ce terme de monopole, enfin c'est un terme qui est assez clair, donc il a le mérite de la clarté, mais il a un côté un peu péjoratif. Donc je crois qu'il faut quand même expliquer que s'il y a des règles et si on a des professions réglementées les uns et les autres, c'est parce qu'à un moment, on s'est dit qu'il fallait protéger qui? Qu'il fallait protéger le client. Mmh. Et la difficulté, que ce soit les notaires, que ce soit les experts comptables, que ce soit les avocats, que ce soit les médecins, si on a fait si on a posé des règles avec des professions réglementées, c'est pas pour que les uns et les autres fassent leurs petites affaires, pour que surtout ils s'embêtent pas avec ça. Non, c'est vraiment pour protéger le client et donner des gages de sérieux, de compétence, d'indépendance, comme le disait Damien, ça c'est vraiment très important, de formation aussi. On a tous des Mmh. obligations, en la matière et si on ne les respecte pas et l'ordre est là pour les faire respecter, quel qu'il soit. Donc on a, nous aussi, une organisation avec, le Conseil national des barreaux, qui est une commission qui est dédiée, à ces problématiques, de périmètre. À Lyon, nous avons depuis très longtemps une commission, périmètre du droit, qui travaille beaucoup. Alors on n'a pas 180 dossiers, heureusement, hein, il y a 4000 avocats à Lyon et on essaye de vraiment s'organiser. Alors c'est compliqué parce que nous, c'est totalement bénévole, hein, c'est-à-dire que les confrères qui s'en occupent, ils sont totalement bénévoles, et qu'il faut organiser les choses. On n'a pas trop de situations, comme le disait Damien, un peu, de difficultés, de gens qui s'installent ou qui non. Nous, notre problème, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'en clair, on a des domaines dans lesquels et notamment réparation du préjudice corporel, on a eu, des procès importants contre des sociétés, qui faisaient exactement de l'exercice illégal, c'est-à-dire qui apportaient des conseils, mais dans un but sans avoir les garanties et Mmh. pour des gens qui sont particulièrement fragilisés, qui sont fragilisés dans leur chair et en réalité, ils se retrouvent avec des sociétés qui ne leur apportent pas les garanties que doivent leur apporter les avocats et parce que les avocats s'ils ne souhaitent pas respecter les règles de leur profession, ils peuvent être radiés, ils peuvent être suspendus. Donc c'est ça aussi la profession d'avocat et le bâtonnier, il est là pour poursuivre, le cas échéant, ceux qui ne respectent pas les règles de la profession. Donc oui, c'est important, c'est pas important pour un précaré, Mmh. c'est important, pour protéger, le justiciable et c'est dans ce cadre-là alors nous, on a beaucoup moins de dossiers, heureusement, mais on est un peu, tout seul. Il y a une Mais commission, c'était des plus gros dossiers, parce que c'est des as comme tu dis, des associations ou des sociétés, c'est plus pas que des des associations, illégaux ce un peu, sont des sociétés et puis ouais. maintenant on a Des aussi plateformes aussi, tu les disais, je crois? plateformes, on a aussi les gens qui s'installent, enfin il y en a enfin qui s'installent, qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui vont se mettre une robe sur le dos, comme on l'a vu, il y a à peu près 1 an et demi, et puis qui vont dire: «Et moi je vais vous faire, le boulot pour 70 € quand, l'avocat va vous Mmh. le faire pour je ne sais combien» et en réalité, il y a rien derrière et d'ailleurs dans ce cas précis que j'évoque, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument rien derrière. Mais les gens, ça accrédite quand même une idée que, bah, finalement, tout ça, ça sert pas à grand chose, ces réglementations. C'est un leurre. C'est un leurre parce que vraiment la règle, elle a été faite pour protéger, le consommateur et le justiciable. Moi, je compléterais, les propos d'Alban avec lequel je suis parfaitement, raccord. Nos professions réglementées, c'est un socle de sécurisation de l'économie. Voilà, à tout point de vue. Enfin, moi, j'y crois fermement et je me bats au quotidien, pour ça. C'est pas un combat d'arrière-garde, voilà, on pourrait voir ça comme un combat d'arrière-garde, c'est pas un combat d'arrière-garde et je pense que les textes, il faut les faire appliquer, à la lettre. Je rajouterais, hein, derrière les obligations que ne peuvent pas, rendre, voilà, des illégaux, bien sûr, l'obligation d'assurance. On est assuré pour les Évidemment. prestations, que nous rendons. Un illégal ne le sera jamais, même s'il a une attestation d'assurance, il pourra jamais être assuré, pour une prestation illégale. Et bien sûr, les systèmes de contrôle qualité aussi qui sont en place dans nos ordres puisque, bah, nos membres de l'ordre rendent des comptes, hein, à plusieurs niveaux. Vous savez qu'il y a le contrôle qualité, confraternel, contrôle qualité standard, le contrôle, non standard quand l'ordre intervient et puis bien sûr les contrôles labs, mais on y reviendra. Et moi, c'est vrai que, bah, j'ai découvert maintenant depuis à peu près un peu plus de 5 ans la profession, en tout cas, côté expertise comptable. C'est vrai que tu as énormément de formations, d'heures obligatoires chaque année, de mise à niveau et je pense que c'est aussi alors je sais pas, je connais moins les avocats, mais je pense que c'est dans l'ADN de ces professions réglementées et de ces libéraux
de vouloir toujours progresser, d'apprendre des nouveaux trucs Nous aussi, on a une obligation de formation obligatoire de 20 heures par an, comme maintenant beaucoup de professionnels libéraux, en tout cas dans les professions réglementées. Je me rappelle que quand ça a été mis en place, ça devait être 2000-2005, ça avait fait un peu grincer. Et en réalité, maintenant, voilà, les gens font leur formation parce qu'ils se rendent compte que c'est aussi une nécessité. On est dans une profession dans laquelle les textes changent. Les textes et on va dire leur interprétation par la Mmh. jurisprudence peuvent changer tous les jours. Donc si on ne suit pas, si on se met pas toujours, à la page sur le plan technique, bah, on court à la catastrophe. Donc ça aussi, c'est effectivement une sécurité. C'est une sécurité. Alors tu vois Arthur, dans le cadre de ces prérogatives, nos ordres par contre communiquent, hein. On a une association, on va en faire la promotion, mais l'API, l'association interprofessionnelle sur Lyon qui est très riche, qui est très forte, qui existe depuis, fort longtemps, hein, 20 ans. mis en place, voilà, 20 ans, mis en place par nos prédécesseurs et effectivement, on tâche aussi de faire vivre ces prérogatives-là entre nous, de régler les litiges, quand il y en a, qui apparaissent entre les ordres, entre nous, avant que, voilà, on soit obligé de passer par la justice. Donc cette association-là, elle permet aussi de faire cela, au-delà de la promotion et de l'attractivité de nos professions. Voilà, c'est essentiel, je pense, Alban, qu'on en parle parce que c'est un des rares territoires où, voilà, avocats, alors notaires aussi et experts comptables, sont unis, main dans la main et travaillent ensemble, plutôt que les uns contre les autres. Et ce qui est peut-être important de rappeler, c'est que la création de cette association, il y a 20 ans, elle s'est faite justement parce qu'à l'époque, nos 3 professions étaient justement très, Tendu. tendues les unes contre les autres à propos du monopole. Parce que c'est vrai qu'on est des professions qui travaillent ensemble, qui sont assez proches, il y a une ligne de séparation, bien entendu. Les hommes du chiffre, les hommes du droit, les notaires qui sont officiers ministériels, les avocats qui ne le sont pas, avec des clients qui peuvent être communs. Et c'est vrai on a eu un certain nombre de difficultés. Et les responsables de nos ordres à l'époque se sont dit, bon, on va peut-être arrêter de se taper dessus et on va peut-être essayer d'échanger. Et notamment, dans cette association, on a une commission mixte, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes entre avocats et experts comptables et notaires ou les différentes professions, bah, ça monte dans cette association et puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les régler. Prendre un petit peu de recul, peut-être organiser une conciliation, peut-être se recaler les règles des uns des autres et puis dégonfler les sujets. Et c'est pour ça que cette association a été créée à l'époque. Force est de constater qu'aujourd'hui, on a quand même moins, enfin dans les 18 mois qui viennent de s'écouler, on n'a pas eu beaucoup de sujets au titre de cette commission Mmh. mixte. Mais oui, ça a été un vrai sujet. Je pense qu'aujourd'hui, les textes sont plus précis, peut-être plus clairs. Bien entendu, on fait attention les uns et les autres. Et si s'il y en a qui passent la ligne, c'est clair qu'on en référera Il y a aux plutôt un ordres. alignement, hein, des responsables de nos 2 ordres sur le traitement, de ces Ouais. difficultés-là. Ça fait des émules aussi, pour nous en région, hein, l'ordre des experts comptables, puisqu'il y a une tentative actuellement à Grenoble, de rassembler dans des associations d'experts comptables, de l'interprofessionnalité. Et moi, j'invite vraiment les territoires à se saisir, voilà, de ce type d'opportunité, travailler ensemble plutôt que contre. Il peut y avoir, voilà, un peu de friction. On sait que nous, on a un texte, les experts comptables, qui est un petit peu plus large et qui empiète parfois, sur des Mmh. prérogatives, des avocats notamment et des notaires. Voilà, il faut éviter les frictions et bien s'entendre. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner tous ensemble plutôt On que a plus à y contre gagner les uns contre qu'à les se autres. faire la guerre. Alors, au-delà de la collaboration et le fait que vous échangiez notamment au sein de cette association, depuis quelques années, sauf erreur de ma part, il y a un nouveau statut, je crois que c'est SPE, qui permet du coup d'avoir, de l'interprofessionnalité carrément réunie, sous un seul et même, toit. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt, souvent les experts comptables, enfin, comment ça marche, quoi? Mmh. SPE, il faut que l'exercice professionnel de chacune des professions de la SPE soit effectif dans la structure juridique. La difficulté qu'on rencontre souvent, et là on travaille, mais de façon parfaite, hein, avec huissiers, notaires et avocats. La difficulté qu'on rencontre souvent, alors je vous donne un cas,
qui est pas forcément un cas classique, mais qui peut être un cas. Un expert comptable souhaite rentrer une compétence juridique, va trouver des avocats avec qui s'associer et il monte une SPE, mais qui va avoir peut-être à vocation que la partie juridique. Bah, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait l'expertise comptable et le métier d'avocat au sein de la même structure. Et c'est un peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire de se dire qu'il y a une profession qui va prendre peut-être le pas sur une autre dans cette activité et c'est pas le sens du texte. Le sens du texte, c'est que ça soit une vraie association, de professionnels et que le chiffre d'affaires, les moyens, soient mis en commun et réunis, pour servir les clients. Et c'est un peu la limite qu'on voit sur les SPE, régionales, qui ont été constituées avec souvent, un métier inexistant alors qu'associé à la structure. J'ai eu l'impression que c'était souvent, alors, pareil, de ma lorgnette, mais c'est plutôt les experts comptables qui ont absorbé des avocats que le contraire. Absorbé, je sais pas, Pas associé? absorbé, mais je veux dire, On va dire associé. associé et Ouais. effectivement, c'est un petit peu comme ça que ça s'est mis en place pour l'instant. Je pense qu'il y a une question de capitaux déjà, c'est-à-dire que, il y a vraisemblablement plus de structuration, de groupes, d'experts comptables, que, de cabinets d'avocats, même s'il y a des gros cabinets d'avocats. Mais Mmh. je pense que, sur le plan régional, pour voir ce que j'ai vu, à Lyon, hein, sont quand même plutôt des groupes, avec, des capitalisations importantes, qui ont, effectivement, faut on peut le dire, racheté des cabinets d'avocats. Ça commence comme ça, mais je dirais que ça a été un peu le cas aussi, et si on prend un peu de recul, lors de la fusion entre les professions de conseil juridique à l'époque et d'avocat, Mmh. donc en 1991. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on s'est rendu compte que c'était des, cabinets d'anciens conseils juridiques qui, récupéraient, si je puis dire, des avocats ou des petits cabinets d'avocats pour avoir, du judiciaire, en plus du juridique. Et puis, ça, c'était, donc, il y a plus de 30 ans. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, on a beaucoup plus, de cabinets qui sont des cabinets pluridisciplinaires. Alors pas forcément à 50 ou 300 avocats comme, chez moi, hein, mais, à 2, même, 4-5, 8 Mmh. avocats, mais avec différentes spécialités, spécialités, de conseil, spécialités de judiciaire, spécialités de droit public, oui, de autour, c'est vrai, des entreprises. Donc, ça c'est ce que je veux dire, c'est que ça s'est équilibré. Ce qui, au départ, était effectivement, on va dire, un réflexe qui était plus, un réflexe, financier, Mmh. petit à petit, s'est démocratisé. Je pense qu'on verra la même chose, avec les SPE. On voit bien qu'au début, oui, il y a les gros qui sont arrivés, qui ont dit: «Tiens, toi, tu pars à la retraite, voilà ce que je te propose». Très bien. L'évolution, de ces dernières années, bon, bah, on verra ce que ça donnera. Mais je pense que d'ici 20 ans, on aura et on en a déjà, je crois, un, à Lyon, plutôt, des petits cabinets, voilà, Mmh. des jeunes qui se seront rencontrés, par exemple, à l'Happy Together, qui est, Mmh. une manifestation qu'on fait ensemble, avec les 3 professions, avocats, notaires, experts comptables, qui boivent, des verres ensemble, qui apprennent à se connaître, qui sympathisent et qui à un moment se disent: «Mais attends, on a quand même une complémentarité, pourquoi on ferait pas quelque chose ensemble?» Mmh. Et donc on monte une structure, une SPE qui est équilibrée et qui n'est pas un gros Mmh. qui reprend un plus petit, voilà, et qui n'est pas un qui va prendre une brique complémentaire, mais au contraire 2 briques identiques et qui travaillent ensemble. Je pense que c'est ça la SPE de demain. Mmh. En tout cas, c'est une forme de travail de l'interprofessionnalité, mais je pense qu'on n'a jamais attendu, les SPE pour faire de l'interprofessionnalité. Non, Il y a plein c'est de sûr. formes, de travail ensemble, d'associations, hein. Il y a d'autres formes pour s'associer. La SPE n'est pas un outil magique. On le voit même dans le temps, c'est plutôt même une complexité, qu'autre chose. OK. Hem, je vous propose Mais qu'on passe. l'idée, pardon, Ouais. c'était, enfin, pardon, mais c'était quand même d'aller vers, ce que certains appellent le grand marché du chiffre et du droit. C'était un peu ça, hein. Bon,
Je pense qu'il faut faire Et puis on step a by step en respectant les professions, ouais. en respectant les règles de chacun, Puis les la cultures quoi, Et les cultures mondialisation, professionnelles, bien j'allais y sûr, venir, bien Arthur, sûr. des cultures professionnelles qui peuvent Eh être oui. différentes, hein, Et c'est pas parce avocats, qu'elles sont experts comptables. différentes qu'elles s'opposent ou qu'il y en a une qui est moins bonne que l'autre. Je veux dire entre conseil juridique et avocat, à l'époque, bah, je pense que les avocats, moi je fais que du judiciaire, mais j'ai des associés qui font du juridique, mais on y a beaucoup gagné parce que ça a apporté justement une autre vision d'un cabinet d'avocats Mmh. et donc cette évolution, bah, elle se fera aussi il faut laisser le temps, Mmh. aux choses. Je vois plus de problématiques, tu vois, aujourd'hui, alors c'est pas du tout par les SPE, mais on en parlera peut-être tout à l'heure sur la financiarisation qui arrive dans nos métiers, qui pour moi est une problématique à gérer. Je suis assez d'accord. Et ben, on peut enchaîner sur ce sujet parce qu'il est quand même, aussi assez lié. Je sais que alors moi je vois, dans l'expertise comptable, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je vois effectivement des fonds de private equity pas mal qui rentrent au capital, de certains, cabinets. Est-ce que vous avez la même chose peut-être déjà, chez les avocats ou Pas à ma connaissance. En tout cas, alors, bon, je dirais dans les beaucoup plus cabinets, marginal quoi, ouais? il y a quand même, peut-être que dans les cabinets anglo-saxons, américains qui sont installés à Paris, il y en a quand même quelques-uns. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je dirais que, à Lyon, à ma connaissance, ça n'est pas le cas pour l'instant. Parce que clairement, moi, je le vois depuis à peu près un an, je dirais, peut-être un an, un peu plus d'un an. Et tu as à la fois des gros fonds, à la fois des petits fonds, enfin, tu l'impression et pas mal d'experts comptables qui me disent qu'ils se font, harceler, enfin démarcher, toutes les semaines, par des fonds J'allais te le qui dire, hein, on est C'est appelé ça, toutes ouais. les semaines, par des fonds. Alors toi, c'est quoi ta vision là-dessus? alors, heu, après avoir attaqué peut-être les vétérinaires, les laboratoires, d'analyse médicale, ils se Hein. sont dit: «Bah tiens, quel métier», enfin j'imagine, hein, je me mets à la place d'un financier, quel métier, a de la récurrence, a un potentiel de développement et de marché, dans le futur? Bah oui, les cabinets d'expertise comptable peuvent faire partie du panel. Hem Oui, effectivement et surtout on a des textes qui sont assez adaptés à leur entrée, au capital de structure puisqu'on peut différencier les droits de vote et le capital pour inscrire une société d'expertise comptable à l'ordre. C'est peut-être là d'ailleurs où l'ordre a un rôle à jouer. C'est-à-dire si on veut réguler, cette financiarisation qui moi me paraît, inévitable, je te dis pas que je trouve ça dangereux ou pas dangereux, mais me paraît pour partie dans notre métier, Pour des sujets de pour transmission? des sujets de Ouais. transmission, sujets inévitables, pour partie, hein. Mmh. Hem, Néanmoins, je pense qu'on peut le réguler, de façon, assez ferme à l'ordre, en revoyant nos textes, notamment, de détention de capital et de droit de vote, pour assurer, bah, toujours ce côté, d'indépendance. Moi, ce qui m'inquiète dans la financiarisation, aujourd'hui, un professionnel, qui va détenir, 1 de droit de vote, du cabinet, d'expertise comptable dans lequel il travaille, est-ce qu'il est encore indépendant vis-à-vis du fonds, d'investissement qui va lui demander, une rentabilité ou autre? Je sais pas, le Bien sûr que non. je sais pas, peut-être qu'il aura une indépendance et qu'il ne supportera pas, il partira. Mais en tout cas, j'aimerais Ouais. qu'on prémunisse Mmh. nos experts comptables, hein, nos membres de l'ordre, voilà, de dégrader la vision et l'image de confiance qu'on peut avoir, vers tout notre environnement économique en tant qu'expert comptable et garder fermement cette indépendance. Et et on peut le réguler, je le sais, avec l'ordre. Alors, c'est peut-être pas, les intentions, hein, des mandatures, actuelles, ou autres et je rentrerai pas dans le débat, mais je pense qu'il faut sérieusement se pencher sur le sujet et avoir le courage, vraiment, c'est mon côté militant, avoir le courage de porter, ce sujet-là. Ça freinera pas la financiarisation, mais ça mettra un holà sur les risques de déviance, qui pourraient apparaître. Je pense qu'il y a un gros risque. Mmh. C'est effectivement celui de l'indépendance. Je dans la relation entre un avocat et son client, l'alpha et l'oméga, c'est la confiance. C'est cette relation personnelle, où on a une problématique qui peut être, plus ou moins personnelle, plus ou moins professionnelle, d'entreprise, peu importe et qu'on la met sur la table. On sait qu'on peut tout se dire et on monte une stratégie ensemble. D'accord? C'est ça. Si demain on a des fonds qui nous disent, «Attends, en réalité, tu vas pas faire ton métier comme ci, comme ça, là, moi, je trouve que, Tu parce passes qu'il y trop a de une grosse temps. pression, parce que et cetera», pression financière, enfin, je veux dire, on voit quand même, que ça soit en restructuring, que ça soit, en corporate, en M&A, on voit que, tout de même, l'obligation
de pouvoir faire des marges pour revendre tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 8 ans, que sais-je, ça entraîne quand même, des comportements que moi je ne veux pas voir en fait dans la Mmh. profession d'avocat. Et c'est trop, c'est trop dénaturant, si je puis dire, par rapport à la relation qu'on doit garder avec nos clients. Donc Mmh. moi j'avoue que je suis extrêmement réticent, sur ces sujets, et que il f quitte à en discuter, pourquoi pas? Parce qu'on peut toujours discuter, mais il faut vraiment réglementer. Mmh. Malgré tout, on est sur des métiers, qui sont en forte transformation. On sait qu'on a, comme le panel, de nos chefs d'entreprise, hein, s 1/3 ou 40% des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans. Il va falloir transmettre ces entreprises. Les transmettre à qui? Avec quel potentiel de financement, des nouveaux investissements, des nouveaux outils et cetera et de formation, l'attractivité au milieu. Néanmoins, ça doit jamais, jamais empêcher le pouvoir de dire non. En tant qu'expert comptable, aujourd'hui, dans un cabinet, moi, je me sens indépendant. J'ai un client qui me demande de passer une écriture, de passer un acte. Je suis pas d'accord. Je dis non. Le client est pas content. S'il veut partir, il s'en va. Voilà. Et on a ce pouvoir d'indépendance. Enfin, c'est plus je veux dire, qu'une posture. C'est un pouvoir. On a Mais le pouvoir de c'est dire dans non. nos Et on dit cerveaux. non. D'ailleurs, on dit non régulièrement. On dit non pourquoi à nos clients? Parce que nos clients, alors je sais pas, mais j'ai la même image de toute notre interprofessionnalité. Nos clients qui viennent nous voir, nous, experts comptables, sont pas des voyous, c'est pas les clients des Mmh. illégaux, potentiellement. Voilà, c'est là où je te donne la nuance. Nos clients, bah, parfois, ils franchissent la ligne, malgré eux, et on Mmh. les remet sur la ligne. Systématiquement, on leur explique, on fait de la pédagogie, on dit non, on ramène sur la ligne. Tous nos clients sont d'accord pour être mis sur la ligne. Ils veulent être sur la ligne. Il y a pas de difficulté. Mmh. Donc demain, effectivement, ne pas avoir de droit de vote, craindre pour son emploi d'expert comptable, salarié ou associé salarié dans un contexte, de cabinet, financiarisé, on va dire. Ça fait beaucoup de «et», hein, tout ça, voilà, désolé. Oui, oui, moi ça m'inquiète. Ça Mmh mh. m'inquiète surtout quand on regarde un petit peu ce qui se passe et actuellement, outre-Manche avec un scandale financier absolument, Mmh. majeur. Bah oui, les grosses structures sont impactées. Les grosses structures, bah, on se pose toujours la question, de l'indépendance, voilà et je pense D'ailleurs, qu'il une des faut grosses réguler, hein. structures appartient, au fond AG, je crois. AZ, le cabinet, Bien sûr, ouais. voilà et il faut peut-être pas creuser sur les relations Mmh. financières. Je suis très inquiet sur notre côté indépendant. Aujourd'hui, c'est notre facteur différenciant, nous, experts comptables et je pense, vous, Bien sûr. avocats. Notre facteur différenciant, c'est l'indépendance et la confiance que font nos dirigeants envers notre indépendance, le pouvoir de dire non et c'est ce qui nous différencie de tous les autres consultants. Mmh. Nous, on travaille au service de l'intérêt général. On est au service de l'intérêt général, de notre client bien entendu, mais dans un contexte général. Mmh. On n'est pas un consultant. Et notre déontologie, c'est la base Mmh. de notre activité. C'est-à-dire que la différence qu'on a avec les autres, c'est que nous, on a notre déontologie et que cette déontologie, c'est pas une espèce de grand mot un Mmh. peu vain, un peu grandiloquent. C'est le quotidien. C'est le Mmh. quotidien de la relation entre les avocats entre eux, entre les avocats et leurs clients, le tout sous le contrôle du bâtonnier et sous le contrôle du conseil régional de discipline. Donc ça, c'est ça qui est important, heu, en dehors évidemment des intérêts de notre client. Si on commence à avoir d'autres, règles financières qui rentrent en ligne de compte, c'est plus la profession d'avocat Mmh. et on le voit bien aujourd'hui, il y a des besoins extrêmement importants. On en parlera j'imagine de l'intelligence artificielle. Tout ça nécessite, des besoins financiers très importants et on peut être tenté de se dire: «Bah oui, avec un fonds». Alors bon, soit on est tenté de se dire: «Oui, bon, bah, surtout, je vais financer mon départ à la retraite», ce qui est tout à fait louable d'ailleurs, hein, mais Mmh. il faut penser à ceux qui restent, derrière, hein, quand C'est même, ce parce que que quand on a des associés qui ont 15 ans de moins, quand on a des collaborateurs qui ont 30 ans de moins et que, pour des raisons qui sont strictement financières, strictement personnelles, on passerait par, cette solution, bah, il faudrait quand même réfléchir et penser à eux. Parce que c'est ça un cabinet d'avocats, hein, c'est pas, pardon, mais ma petite gueule, et non, c'est une structure, c'est une transmission qui est importante, et sinon on n'y arrivera pas. On a parlé des problématiques d'attractivité, oui, nous sommes des professions dans lesquelles on travaille
énormément. C'est pas forcément très sexy dans les générations Z et autres, ce que je peux comprendre. Il faut tout faire évoluer. C'est important de rester dans cette évolution, mais il faut quand même penser à la transmission. Il faut penser à l'attractivité. Donc il faut penser à ceux qui viennent derrière. Et ça, c'est un autre sujet de cette tendance et de ces projets d'installation des fonds dans nos professions. J'avais vu une conférence de René Ricol, ancien président de l'Ordre, qui disait un peu comme toi, enfin, il y aura un sujet financiarisation, notamment transmission, mais il avait conclu sa conférence par ne sacrifiez pas les générations futures. Bien sûr. Et je crois que justement, dans les labos d'analyse, c'est pas forcément réjouissant quand tu regardes le tableau de ce qu'était un patron de labo d'analyse il y a 15 ans et ce que c'est aujourd'hui, quoi. Et bien entendu, je pense que la première génération qui va financiariser, bien sûr, va en recueillir les Voilà. fruits, mais la génération suivante, il faut y penser. Je te rejoins, Allemand. Je suis profondément, comment dire, confiant que mes confrères n'iront pas vers une financiarisation massive. Je pense que ça restera des sujets de, voilà, peut-être de regroupement, de refinancement d'un groupe d'expertise comptable. Je suis assez confiant, voilà, je m'engage, hein, pas du tout, mais je suis assez confiant pour avoir des professionnels autour de moi indépendants, conscients de leur utilité sur leur territoire économique, qui ont envie de transmettre de la même manière à des personnes qui sont indépendantes, avec une vision de territoire et de service aux usagers. Donc je suis inquiet quand je vois comment ça se développe et comment on voit des regroupements de cabinets de façon un peu empirique et parfois même un peu contre nature qui sont en train de s'opérer. Et à la fois, je me dis, ça peut servir aussi des petits à se développer avec une mentalité différente et une structuration différente. Voilà. Après, la financiarisation, on en a besoin. Vous en avez besoin, vous éditeurs de logiciels, hein, Bien sûr. pour évoluer. Vous êtes sujet aussi à ce sujet-là. Vous avez des concurrents qui vous disent, nous, on financiarise pas, nous, on financiarise. Bon, voilà. Ça dépend aussi de sa stratégie. On veut aller vite, moins vite, etc. Je pense que dans nos professions qui ne demandent pas de travail, voilà, il faut aussi s'adapter, faire rentrer les nouvelles générations, peut-être à prix convenu, hein, voilà. Entre quand tu disais un départ à la retraite, Alban, ça fait plaisir si on obtient effectivement une grosse somme. Peut-être qu'il faut savoir aussi revoir sa copie et puis accompagner les jeunes générations et puis c'est C'est peut-être déjà le cas, cette hein. image-là, voilà. On a Et c'est déjà cette des cabinets image-là qui qu'il faut, qui ne sont plus forcément capitalisés. Enfin, je veux dire, les clientèles ne sont plus capitalisées dans un certain nombre de cabinets d'avocats, hein. voilà. Donc, l'évolution, elle est là, Et mais vers une la évolution pérenne financiarisation, c'en est une Et autre, hein. et structurée de c'est nos pérenne, cabinets. je pense, et c'était l'autre chose que disait René Ricol, et nous, en tant qu'éditeur, c'est un peu le même enjeu qu'on a, c'est si tu financiarises, si tu fais rentrer, ce que disait René Ricol, c'est au moins faire rentrer des gens qui sont long terme et qui sont pas là pour revendre tous les 5 ans. Parce que je Oui, pense mais que pour ça, le coup, comment ah oui, non, mais c'est très difficile ce qui est de le sûr, c'est que je vérifier et pense de le que contrôler en amont, hein. pour tous les 5 ans, le problème, c'est qu'on est sur de la transformation longue. Enfin, c'est de l'humain, hein, un cabinet d'avocats, un cabinet C'est d'expertise ça. comptable. Et moi, je pense pas qu'en 5 ans, tu puisses. Je pense qu'un certain nombre de ces fonds, s'ils espèrent en 5 ans faire des transferts radicales, il va y avoir de la casse, il va y avoir des gens déçus, aussi chez les financiers. Et donc, moi, je pense que si tu fais rentrer des gens, faut faire rentrer des gens qui sont long terme, quoi, à mon avis. Mmh. On peut peut-être passer au Mais est-ce sujet. qu'ils ont envie d'être long terme? Et À mon avis, il c'est faut assez à contre mon avis, nature, en fait. il faut t'en Ouais, bon. protéger, quoi. Mmh. Moi, je pense que la transmission, c'est un non-sujet. Dans nos cabinets se financent. Il faut démontrer la finançabilité vis-à-vis d'un jeune entrant. Il y a peut-être des cabinets qui valent plus cher que d'autres parce qu'ils ont mis en place des process qui font que voilà, ça se finance mieux. Peut-être que les jeunes générations financeront mieux, mais tout est finançable. Je pense que la transmission est un moyen faux sujet. Je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités, de voir ce que veulent devenir nos métiers. En tout cas, moi, je veux pas que ce soit un métier financiarisé et sous pression de qui que ce soit. Moi, je tiens à mon indépendance et en tout cas pour mes confrères, je tiens à leur indépendance. Bon, parfait. Nous sommes donc d'accord. Voilà, bravo. On va peut-être passer du coup au sujet que tu évoquais juste avant, de l'intelligence artificielle générative, qui arrive. Alors, je pense que comme à mon avis, moi au début je le sous-estimais, mais je pense que c'est quand même un truc qui va bouleverser pas mal le quotidien. Je pense que comme toutes ces grandes révolutions, ça prend plus de temps que ce qu'on pense, mais c'est encore plus profond que ce qu'on
pense, espère ou craint ou je ne sais pas. Souvent, j'avais lu là sur les smartphones, quand le premier smartphone est arrivé à New York, je sais plus quelle année, les gens pensaient qu'il y allait avoir une déferlante. En fait, ça a mis quand même du temps. En revanche, personne s'imaginait qu'il y aurait 4 milliards d'humains avec un smartphone, quoi. Euh, à mon avis, ça va être pareil avec l'IA. Peut-être commencer avec toi, Alban. Moi, mon sentiment de dehors, hein, mais peut-être que je peux me tromper, c'est qu'il y a encore plus de bouleversements chez les avocats que chez les experts comptables avec l'IA parce que votre matière première, c'est du texte. Là où les experts comptables manipulent quand même pas mal de données, du chiffre, qui est de la donnée plus structurée. En tout cas, l'IA générative, sa spécialité, c'est de manipuler du texte, quoi. De comprendre et d'écrire du texte. C'est surtout D'ailleurs, elle sait pas faire des maths. Enfin, souvent, quand on lui demande de faire des calculs, elle se trompe. Est-ce que tu as la même lecture et est-ce que du coup, enfin, qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau pour que tes confrères se préparent à cette arrivée, quoi? Alors, entre, est-ce que, on fait, est-ce que ça peut impacter plus le chiffre que le droit ou inversement? Je pense qu'honnêtement, Tout le monde, les 2 ouais. professions seront autant impactées. Il y a quand même, chez les experts comptables un certain nombre enfin beaucoup comment dire? De tâches qui sont, standardisées, qui donc, peuvent, avoir cette problématique, hein, de l'utilisation, de l'IA, pas forcément générative, C'est ça, ouais. mais voilà. Nous, effectivement, on a tout ce qui est, génératif. Il faut voir que là, on en 1 an et demi, ça a littéralement explosé. On sait bien que c'est pas nouveau, que c'est, déjà, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des travaux, que ça commence à rentrer, mais là, on a vraiment senti un coup d'accélérateur. Alors bien sûr, ça génère des craintes, parce que, on lit tous les journaux qui disent: «Bah, les professions, Mmh. qui vont, le plus, être impactées, ça va être les agences de voyage, ça va être, les avocats, ça va être, d'autres professions, encore, mais dont les avocats». Moi, je crois qu'en réalité, il faut, voir les choses de manière globale. Mmh. C'est-à-dire que, bien sûr, ça va développer des outils, et ça en développe déjà. Par exemple, en matière, de documentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les grands éditeurs, ont vraiment développé des outils d'IA. Ils te ont mis, Génial, par exemple, je vais pas donner je vais pas pardon. les citer parce que si je commence à en OK. citer un et que j'en oublie, un autre, je ne veux pas me fâcher avec les uns et les autres avec lesquels on travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, ça existe. Oui, ils ont beaucoup travaillé. Oui, ils ont créé des outils qui vont encore se perfectionner de manière extraordinaire dans les mois et dans les années qui viennent. Maintenant, Et c'est plutôt des outils pour augmenter l'avocat, j'imagine, oui, à chaque fois? Ouais. bien sûr, c'est pour augmenter l'avocat parce qu'en réalité, d'abord, il y a une problématique de sécurité. Mmh. C'est-à-dire au barreau de Lyon, on a, travaillé avec 4 éditeurs, qui ont proposé, leurs outils. On les a fait tester par une cinquantaine d'avocats pendant 3 mois, enfin et cetera, et au bout du compte, on a choisi 2 solutions qu'on a poussées, vers nos confrères. Les 4 vous disent de manière extrêmement claire, que lorsque vous allez leur poser une question, une espèce de mini consultation, si vous posez la même aux 4, ils ne vont pas trouver les mêmes solutions et surtout, ils vous disent: «Il faut tout vérifier». Mmh. Parce que Ça peut oui, ça va vous halluciner, sortir un a et je vous parle pas de ChatGPT, hein, qu'est-ce qu'il a pose évidemment d'autres mmh mh. difficultés, notamment en termes de secret professionnel. Mais, ne serait-ce que les éditeurs qui sont vraiment des éditeurs, connus, reconnus, avec des fonds documentaires qui datent de décennies, d'accord? Qui ont toutes les décisions de jurisprudence, de France et de Navarre depuis, plusieurs dizaines d'années. Et bah, ils vous disent quand, l'IA va sortir, des arrêts sur une réflexion, vérifiez parce que l'arrêt, il peut ne pas du tout correspondre et c'est vrai et ils vous disent: «C'est pas du 100. Mmh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avocats qui pensent qu'en réalité, ils vont pouvoir appuyer sur un bouton pour avoir une consultation qui vont servir, à leurs clients, déjà, Il rêve. le doigt, il a peut-être appuyé sur le bouton, mais ils se le mettent bien dans l'œil
parce qu'en réalité, ils ne peuvent avoir aucune sécurité. Il faut pas imaginer que les clients, c'est ça ce que craignent les avocats, c'est que leurs clients Aïe, vont eux, poser sur la question, ChatGPT, voilà, ils vont poser la question, enfin ce que font déjà d'ailleurs les clients, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un résultat qui ne correspond pas à la réalité. Et je ne parle que de questions qui sont des questions techniques. Heu, L'avocat, sa plus-value, elle est où? Elle n'est pas dans la recherche, elle est bien sûr dans la connaissance, mais c'est vrai qu'on peut se dire: «Bah, ah, la connaissance, elle est plus partagée avec l'ensemble de ces outils». En revanche, elle est dans la stratégie, mmh elle est dans la réflexion, elle est dans le montage, que ça soit d'ailleurs, en juridique, avant, toute, discussion, ou en contentieux, lorsque le litige survient. Avec notamment en matière de contentieux, tout ce qu'on voit aujourd'hui, comme les modes amiables de règlement des différends, de conciliation, de médiation, d'arbitrage et cetera. Puis Donc pour moi, elle est aussi dans la connaissance du contexte parce qu'en fait, souvent, mais la c'est personne ça. qui va demander à ChatGPT, elle va juste poser sa question, mais elle oublie de dire, j'en sais rien, je suis marié, je suis divorcé, je sais pas quoi. L'avocat, il connaît, si c'est son client, tous les enjeux, et pareil en compta, quoi, Et surtout, il a les réflexes et il sait quelles sont les bonnes questions à poser. mmh, Il sait quelles sont les bonnes questions à mmh, poser. On disait tout à l'heure, on parle d'humain. Oui, on est effectivement dans des métiers qui sont des métiers où l'humain est important. Alors, je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur, les robots humanoïdes qu'on va bientôt avoir, sur, l'explosion, des solutions qui vont émaner de l'intelligence artificielle. Moi, je crois quand même que justement, l'humain, la plus-value, la stratégie, ça va rester. Et l'œil, en réalité, dans une négociation, dans une discussion, le regard, mmh, ce qu'on se dit ou ce qu'on ne se dit pas à travers un regard, ça, je suis désolé, mais l'intelligence artificielle ne pourra pas le mmh, gérer. En tout cas, de ce qu'on en sait aujourd'hui. Donc on est au début, on sait qu'on est au début, on sait que ça entraîne des modifications importantes. Il faut s'y préparer et nous, le travail de nos ordres, c'est ça, c'est d'acculturer les avocats mmh à ces questions, toutes générations confondues parce que, et encore, il n'y a pas forcément une vraie fracture générationnelle. On se rend compte que, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, la question n'est pas toujours aussi évidente. Et puis le deuxième point, c'est surtout de leur expliquer les, atouts qu'ils vont pouvoir tirer pour leur fonctionnement professionnel de l'intelligence artificielle. Et on a organisé à Lyon, un village de l'innovation avec des solutions qui sont venues, enfin des entreprises qui sont venues présenter leurs solutions d'IA, qui toutes étaient au bénéfice du fonctionnement des cabinets d'avocats et qui on a eu, plusieurs centaines de personnes qui sont passées, qui ont discuté, qui ont mmh. échangé dans ce village de l'innovation pour comprendre, en quoi et avec quelles solutions ils allaient pouvoir réduire le temps passé, augmenter la productivité. Donc on voit bien qu'on ne peut pas simplement se contenter de dire: «Ouh là là, il y a un risque, surtout on bouge plus». Non, il y a un risque, oui, donc comment est-ce qu'on le gère? Comment est-ce qu'on le contourne? Et surtout, comment est-ce qu'on peut profiter de l'intelligence artificielle aussi? Mmh. C'est l'ensemble qu'il faut voir. Je me permets de rebondir sur 2 points. Je pense qu'il y en a un, c'est on parlait tout à l'heure de la confiance, l'indépendance et cetera. Je pense que la pour moi, la clé, c'est, il faut préserver ce capital que vous avez avec vos clients et de même que moi, je pense que les gens vont aller continuer d'aller voir leur docteur. Ils sont contents que leur docteur, il a un outil pour l'aider à faire son diagnostic. Si demain vous continuez d'être perçu comme le médecin de famille, de vos clients, ils continueront de venir vous consulter, et comme tu dis, l'œil, enfin, mais et du coup, je pense que ça rejoint tout ce qu'on s'est dit avant. C'est le truc le plus important que vous avez tous avec vos clients, c'est ce truc confiance, et cetera. Et deuxième point, moi je pense qu'il y aura quand même une fracture entre ceux qui ont utilisé des ChatGPT pendant leurs études, donc en fait ceux qui vont arriver sur le marché du travail, et les autres, quoi. Oui, mais quelle Heu, fracture? Parce que si ceux qui, depuis qu'ils ont 20 ans, comme mes enfants, utilisent ChatGPT pour faire tous leurs courriers, tout machin, OK? Et qui du coup, n'arrivent plus à prendre un minimum de recul pour se dire: «Mais attends, là, est-ce que la solution elle est bonne?
Est-ce que je la vérifie? Est-ce qu'il y a autre chose à aller chercher? Est-ce que je peux aller plus loin dans le dossier, dans Mmh. l'étude des pièces pour arriver à avancer? C'est ça, Ah, il moi, va falloir faire très je dis pas que c'est attention. bien, hein, Non, mais je pense qu'ils ont des je dis usages que les plus différents, quoi. jeunes devront faire attention Mmh. à ne pas, aller vers la paresse Ça, je suis d'accord avec toi. intellectuelle qui nous guette tous. Il y a un ouvrage qui est intéressant, hein, sur le sujet, c'est, l'ouvrage du fondateur de Siri qui est Oui. paru il y a Luc 7-8 Julia, ans. là, ouais. Voilà, l'intelligence artificielle Mmh. n'est pas intelligente. Effectivement, heu, on le voit tous, si tu utilises un outil, d'intelligence artificielle, pour accompagner ton travail, ça fonctionne. Tu es un sachant, ça accompagne ta réalisation, tu vas plus vite sur certaines formulations, ça te donne peut-être d'autres idées, tu peux peut-être tenter de te faire challenger par l'outil, Mmh. mais parce que tu es un sachant. Si tu utilises l'outil sans être sachant, bah, je pense que tu vas droit dans le mur. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on convient. Dans notre métier, nous, d'expertise comptable, on utilise de la robotisation depuis très longtemps. L'ossérisation existe depuis 1998-1999. L'ossérisation, c'est quoi? C'est je passe, une facture dans une bécane, mon outil plus ou moins performant, bah, va reconnaître les caractères. Avec le SIRET, bah, peut-être, va en retirer une société, le hors-taxe, la TVA, le TTC. Mais ça s'est vraiment généralisé dans les années 2015-2016 dans les cabinets, où c'est arrivé avec, certains éditeurs qui ont un petit peu plus poussé que les autres l'outil. Personnellement, on utilise la robotisation, nous, dans notre cabinet, depuis 2012-2013. On a mis en place des process, plutôt performants. Mais au fur et à mesure du temps, on voit bien que cet outil qui était un robot statistique qui reproduisait ce qu'il avait connu par le passé, bah, tout doucement, il s'est affiné et il va vers l'intelligence artificielle. Donc ces outils, c'est indéniable, vont transformer, nos travaux. Moi, je pense, vont nous permettre d'aller plus vite, mieux, augmenter. C'est un terme que tu utilisais, donc moi, être expert comptable augmenté, je le souhaite tout à fait. Par contre, le fondateur de Siri, précisait très bien, il était effrayé de l'utilisation de Siri et de l'intelligence artificielle chez les étudiants ou chez les jeunes générations, qui finalement n'arrivent plus à se détacher de la machine et on peut reproduire en masse, puisque c'est statistique, des erreurs. Donc une erreur qui va être reproduite 1 fois, 2 fois, 3 fois, bah, peut devenir une généralité et presque la règle, alors que c'est une erreur, de fond. Donc je te rejoins allemand, sur le danger. Par contre, sur ce qu'on doit en capter, il faut y aller Bien sûr. massivement, il faut se former. Le conseil régional de l'ordre, on a multiplié les formations autour de l'intelligence artificielle, l'initiation et la formation. Bon, vraiment, j'incite tout le monde à s'emparer, des outils. Ça va intégrer Et vos comprendre outils en comment tant ça marche en qu'éditeur, dessous, quoi. Parce comprendre que comment pour ça pas être marche paresseux, et la ouais. limite. Et C'est surtout ça, la la limite, limite. voilà, Qu'est-ce ouais. que je dois lui demander pour qu'il me réponde de façon juste, ces fameux prompts? Qu'est-ce que je dois mettre pour qu'il me donne la bonne réponse? Et quelle va être la limite et qu'est-ce que je devrais vérifier? C'est essentiel aujourd'hui. Maintenant, te dire dans 10 ans, ça sera plus performant, ça sera différent, ça sera mieux, je pense que ça va tellement vite que déjà horizon 2030, je pense que ça va emparer notre vie quotidienne et professionnelle. Voilà, moi je suis, plutôt tout à fait favorable à intégrer cela. Je vois aussi nos clients l'utiliser, mais je vois nos clients aussi nous utiliser pour venir conforter, des décisions comme tu le disais, pour venir prendre la bonne décision, pour venir, apporter de la plus-value et je te rejoins Arthur, nous sommes des métiers de contact, nous sommes sur l'humain et on va se réemparer, je pense, grâce à l'intelligence artificielle, encore plus de contact et de valeur ajoutée humaine. Moi, je suis tout à fait, optimiste Bah, sur souvent, ce alors je sais sujet-là. plus, mais il y a pas mal de gens qui disent: «Plus tu as de technologie, plus tu as besoin d'humains», quoi, hein, ça me paraît assez, Là, on le voit bien, enfin, dans un autre genre, hein, mais je trouve que, les clients reviennent dans nos cabinets, après, des années de visio dont on ne peut plus, quoi. Enchaîner les visios toute la journée, c'est absolument insupportable. Les gens reviennent dans les mmh. cabinets, à nouveau. C'est ça aussi, c'est Et que pour autant, on s'est l'excès emparé, fait qu'on revient sur l'humain. et pour autant, on s'est emparé de cet outil qui a permis de décentraliser, Bien de sûr. passer moins de temps dans certains trajets. Pour 1 heure de réunion, bah, tu faisais 3/4 d'heure de Mmh. trajet aller, 3/4 d'heure de trajet retour, qui était profondément ridicule et on s'en est tous emparés. Donc C'est c'est vrai, enfin on voilà. l'utilise, bien sûr. Hem, on a donc, l'IA, on a la digitalisation plus largement. Est-ce que vous avez vu les besoins de vos clients évoluer en termes d'outils de collaboration, de digitalisation? Et côté expertise comptable, on a la facture électronique qui arrive, qui va forcer les clients, à utiliser des outils digitaux pour, recevoir, émettre leurs factures et cetera. Heu, peut-être vous entendre tous les 2 là-dessus et ouais et Ouais. Je trouve que nos clients qui sont alors le marché, hein, de l'expertise comptable est plutôt centré sur les TPE-PME, on accompagne 300 000 entreprises en région, par exemple. Heu, je trouve que nous sommes la porte d'entrée de la digitalisation. Enfin, je me permets, mais
l'action de l'expert comptable et des équipes, hein, de l'expertise comptable, des métiers de l'expertise comptable, on va dire un petit peu plus au sens large, parce qu'il y a l'expert comptable, mais on va dire de nos équipes, c'est vraiment d'aller pousser la digitalisation dans l'entreprise. Et je trouve qu'on est vraiment le hub d'entrée, hein, de la digitalisation dans l'entreprise. On les pousse à aller se moderniser sur la façon d'émettre les factures, d'implanter un CRM, de se poser la question de vérification, d'éviter les erreurs cyber. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, je ressens moins de besoins de nos clients que ce qu'on pousse à nos clients. Voilà, sur certaines générations et sur certains métiers. Par contre, bien sûr, il y a des métiers qui sont énormément digitalisés, des jeunes générations qui arrivent où travailler sans smartphone, ça paraît impensable, donc tout doit passer par le smartphone. Je vois aussi dans nos équipes de collaborateurs au cabinet des réflexes qui sont allés vers de la recherche de performance, qui sont de se dire: «Tiens, il y a un nouvel outil qui est sorti ou j'ai entendu parler d'un outil, qui commence à être au point, prenons-le en test, formons une équipe projet» et cetera. Ce qui était peut-être moins le cas il y a 10 ans. Voilà, moi je vois dans mon cabinet, hein, les équipes projets se multiplient et sont très critiques, voilà, sur l'outil, sur la façon de faire et autres. Voilà, je trouve que c'est que du positif. Faut pas digitaliser pour digitaliser, il faut aller, vers Ouais. l'essentiel, que ça apporte bien sûr, du contenu et de la valeur ajoutée, à nos clients. Pour répondre à ta question, je trouve qu'on est une excellente porte d'entrée en tant que conseil pour aller à la digitalisation et à la numérisation. Et vous, de votre côté, vous avez des... Je pense que les clients, enfin, je constate que les clients, de toute façon, et dans leur vie quotidienne, il y a une digitalisation qui est galopante. Donc, ils ont des habitudes, des fonctionnements qu'ils ont entre eux, dans leur vie à eux, et qu'ils souhaitent avoir également avec leurs avocats. Donc, oui, on a, tu le disais, on a maintenant plein J'imagine de des pièces. GED, des Des trucs... pièces, bien ouais, sûr. Alors tout ce qui est GED, bien sûr, tout ce qui est mais tout ce qui est aussi plateforme, hein, parce que nos plateformes de règlement, bon, on a déjà ces éléments-là. On ne disputera pas la facture électronique aux experts comptables, parce qu'au contraire, on aura besoin d'eux pour travailler sur ces questions et pour Et on les faisait des utiliser. blagues avant de commencer, que Nous vous allez sommes devoir clients. faire vous-même vos factures. Vous allez sortir du Word allemand, vous allez sortir du Word allemand pour vos factures, vraiment. Le taux de Je ne vais TVA, pas la TVA répondre. correspondra au Je hors taxe ou pas mais allemand? je ne vais pas répondre à ces saillies, de Damien. Je crois qu'on est déjà très moderne et Bien sûr. qu'on a, avec Grâce nos aux experts clients, comptables, nous on a poussons la non, mais facture, au-delà de la facture, on a aussi des outils d'intranet, de transfert de de documents, data qui sont room. totalement numériques, de Voilà. data room, et Mmh. cetera. Enfin, depuis, c'est pas nouveau, hein, c'est Mmh. quand même, alors on l'avait avant, dans des relations, par exemple, plus pour des sessions d'entreprise, et cetera. C'est vrai que maintenant, c'est C'est avec plus des généralisé, clients, quoi. Ouais. lambda, hein, et Mmh. donc Pour avoir une vision c'est externe, hein, aussi du métier d'avocat, parce que je fonctionne beaucoup en interpro et je travaille beaucoup, avec des confrères, d'Alban. Vous avez généralisé des outils, hein, numériques dans vos cabinets qui vous génèrent, des modèles, hein, et je trouve que vous arrivez particulièrement bien, dans votre profession à vous détacher des modèles. C'est-à-dire que vous faites pas du remplissage de cases, vous êtes vraiment critique face aux modèles proposés par les éditeurs et souvent, voilà, avec un esprit d'analyse, de texte et cetera, et c'est une profession, je trouve, assez exemplaire sur ce sujet-là et vous avez gagné aussi en productivité en temps de traitement. Donc voilà. c'est-à-dire que si on fait de l'automatique, on est mort, en fait. Je viens à ta Ça ne rescousse, hein, sert je suis à sorti rien. du Word pour les factures, hein. Comment? Tu Oui, tu méritais. Non, mais sinon, effectivement, c'est c'est Mmh. c'est c'est vital. Si on n'arrive pas, si on ne respecte pas le client, la confiance qu'il nous accorde en essayant de lui fourguer un truc, standard, ça sert à rien. Et il le voit très vite, les gens sont pas stupides. Mmh. Donc, ça fait, je pense longtemps qu'on a fait ce constat, et que le travail, il est vraiment, oui, assis sur la confiance dont on parlait tout à l'heure. Mais avec tous ces outils de digitalisation, que comme tous, on utilise, et qu'on promeut effectivement avec les équipes qui nous poussent, à les mettre en place. Mmh. Vous, en termes de... Je me dis, parce que nous, un des trucs qu'on utilise, c'est tout ce qui est retranscription de réunions et de rendez-vous avec des prospects, des clients et tout. Vous utilisez ça ou chez Alors, les avocats ou... là, on peut les utiliser, OK. mais il faut quand même faire un peu attention au secret professionnel Ouais, quand même, ouais, hein. ouais. C'est-à-dire que c'est quand même, là aussi, la base de notre métier, c'est que, on ne peut pas se permettre d'avoir des outils qui ne soient pas sûrs
Ouais. Et que ça parte aux 4 coins de la planète avec des discussions qui sont quand même des discussions et on le voit de plus en plus d'ailleurs en ce moment dans les Mmh. enfin, depuis quelques mois dans les réunions Teams où, on voit apparaître l'outil de retranscription. Honnêtement, moi, je le fais sortir parce Mmh. que je trouve que bon, On on sait peut pas exactement comment ça bah oui, Alors Arthur, moi je l'utilise, plutôt je l'ai beaucoup utilisé, je l'utilise un peu moins, parce qu'alors là, le taux d'hallucination de l'intelligence artificielle est maximum. en plus, C'est-à-dire que tu arrives à avoir une retranscription, en texte contraire et comment dire? Écartée de la réalité de ce dans qui s'est dit et même parfois, il invente une discussion, je pense en allant chercher, bah, voilà des mots référents et il l'associe et moi j'ai assisté à des comptes rendus, d'une retranscription que j'avais souhaitée, mais complètement hallucinant, quoi. Voilà, donc l'IA hallucine et il faut être très vigilant. Alors là, pour le coup, c'est même pas du recul, c'est une relecture approfondie du rapport et le prendre pour soi et le refabriquer, quoi, parce que c'est voilà. Après, sincèrement, donc c'est pas l'appui forcément un gain de temps non plus. pas forcément un gain de temps, mais l'appui de ce genre d'éléments, déjà, dans une discussion, ça peut être marrant aussi de tester et de voir ce que ça Ah, donne, hein, et de c'est comparer, marrant de voilà, tester, oui. voilà et ça peut aussi assister, si on l'utilise bien, à un bon moment et cetera, pour avoir une retranscription complète. Ça donne une retranscription audio aussi, donc ça permet de revenir sur le sujet. Maintenant, voilà, grande vigilance et là, le taux d'hallucination de l'intelligence mmh. artificielle, je trouve, est maximum. Mais je Mmh. pense que ça s'améliorera, ce sont des outils qui Je vont pense s'améliorer, hein. je pense que enfin, je suis pas un expert de l'IA, mais de ce que je comprends de mes équipes, c'est plus tu le spécialises, moins il va halluciner et donc typiquement, je sais pas moi, mon commercial, il va peut-être avoir toujours des discussions quand même à peu près sur le même sujet et donc le truc, tu peux le cadrer. Je pense que vous, une des spécificités de vos métiers, c'est que vous avez quand même, enfin, en tant qu'expert comptable, tu traites, le matin avec un boulanger, l'après-midi avec un avocat, et donc tu as des discussions très variées, des sujets très variés et pareil, de ton Mmh. côté Mmh. et donc spécialiser un modèle, ça doit pas être facile, quoi. Je me mets, Par contre, ça pousse à faire des rapports et des synthèses, ce qui est pas, voilà, dans nos discussions quotidiennes avec nos clients, on fait peut-être pas une synthèse et un compte rendu de chacune de nos discussions. Pour le coup, ça pousse à mmh, aller vers du rapport et de la synthèse, je trouve plutôt intéressant. mmh. Je vois que l'heure tourne. Peut-être, je vous propose de finir notamment sur un sujet que vous avez évoqué tous les 2 qui est la cyber, qui je pense, va être assez clé. Enfin cyber et tout ce qui est fraude quoi, va être assez clé, vis-à-vis de vos clients respectifs et vous avez tous les 2 des rôles, super importants à jouer. Est-ce que, vous pouvez nous dire ce que vous faites peut-être, au niveau de vos ordres respectifs là-dessus et est-ce que vous bossez ensemble aussi entre avocats et experts comptables sur ces sujets-là quand j'imagine que vous avez tous les 2 déjà des clients qui ont subi des attaques, et comment vous les avez aidés, Alors, bah, nous, on les aide, quand ce sont nos clients sur un plan juridique, bien Ouais, ouais. sûr, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que, en général, quand on vient nous voir, ben, c'est déjà terminé. Il n'a pas été possible de faire une procédure de recall, par exemple, en matière bancaire, que les fonds ont été versés et que derrière, bah, oui, on essaie de se battre avec, telle banque et telle banque, celle qui a décaissé, celle qui a encaissé, celle qui a encaissé sur un compte dont le RIB, ne correspond pas, au nom du titulaire du compte et cetera et cetera. Donc tout ça, bien entendu, il y a des avocats qui travaillent sur ces questions. On a un problème en interne aussi. Mmh. C'est-à-dire que nous aussi, on manie des fonds. Ouais. On manie les fonds de nos clients, ce sont pas nos fonds. On a, une banque, qui s'appelle la CARPA, qui est la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats et qui recueille l'ensemble des fonds des clients avec une obligation pour les avocats de mettre les fonds sur cette CARPA. Et ensuite on a, des échanges. Donc là, on court un peu après, je dirais l'intelligence de la fraude et des fraudeurs. Parce que, on a des fraudes horribles, qui, sont exponentielles dans les 3 dernières années, hein, avec des conséquences en termes d'assurance, de cotisation d'assurance, voire d'assurabilité, de ces problèmes et de ces sinistres. Donc oui, c'est un gros sujet. Donc on travaille beaucoup avec les avocats, on les forme, on a fait des formations sur le sujet. On essaye de leur donner, des petits tips pour qu'ils arrivent, à gérer en amont, et à prévenir le danger. Mais de temps en temps, on voit, honnêtement, des,
des faux RIB qui sont d'une Mmh. qualité, qui est assez impressionnante, hein. Et il y a que le numéro, qui aurait permis, mais bon, ça on peut pas le savoir, c'est le principe d'un Mmh. numéro de compte, mais y compris, avec, le BIC de la banque, avec le enfin, je veux dire, c'est étonnant, hein. Donc, oui, c'est un gros sujet, pour nous, avec centrale, bah, l'argent de nos clients Mmh. et centrale, le secret professionnel. Donc il faut qu'on arrive à gérer avec tout ça. C'est un on y travaille, et puis on avance et eux aussi ils avancent et nous on avance aussi Mais parce c'est vrai que que vous avez vos clients et surtout vous manipulez la Des la la données, donnée de vos clients, quoi, bien sûr. et donc bah, si c'est vous-même et vous les faites données qui sont attaquer, pour nous des données sensibles. La ouais, plupart sont des données sensibles au sens du RGPD, hein. bien sûr, ouais. Donc bien sûr sur le RGPD, j'ai parlé essentiellement des fonds, merci, mais sur le RGPD depuis 2018, on forme les avocats. Ah, je vous cache pas qu'au début, c'était quand même assez, on avait un auditoire qui était quand même, pas très à l'écoute et puis, ben, à force d'y revenir, d'en parler, de demander, aux uns aux autres, de travailler, de faire des audits, des cartographies en interne, bah, on avance et Et je trouve puis qu'on avance bien. et ça passe souvent malheureusement par, quelques drames et enfin je sais que chez les experts comptables, Alors, tu je as peux t'en le donner un d'hier soir. ouais, Voilà. Avant de donner le drame de hier soir, on a plusieurs nous sujets sur la cybersécurité. Déjà, on a un comité cybersécurité qui a été constitué en début d'année au sein du Conseil régional de l'ordre des experts comptables, qui est piloté par Rémi Reinhardt, qui est quelqu'un vraiment d'affûté sur le sujet, un de nos élus. Et bon, on travaille avec la compagnie régionale des commissaires aux comptes déjà sur la formation sur la cyber. Donc, on fait beaucoup de réunions d'information délocalisées, décentralisées sur toute la région. Deuxième sujet, c'est qu'on s'est très vite aperçu euh, que la région Auvergne-Rhône-Alpes n'était pas partenaire des dispositifs, de certains dispositifs d'État, notamment téléphoniques, et qu'il y avait un vide sur le sujet. On a lancé le 3 juillet dernier le numéro, donc c'est il y a un mois, hein, un peu moins d'un mois, le numéro de la cybersécurité à disposition des experts comptables en mode test. C'est le 04 51 680 680. Assez facile à retenir pour plus d'un titre, parce que déjà c'est l'adresse de l'ordre, le 51 rue Montgolfier, et 180 pour d'autres sujets. Le fait est que ce dispositif, c'est quoi? C'est d'avoir un contact humain, immédiat, au premier geste qui sauve en cas d'attaque. Donc j'en fais la promotion parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand vous êtes attaqué en France, on vous demande d'aller sur une plateforme, l'État vous demande d'aller sur une plateforme et puis de renseigner des éléments. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand on est attaqué, on a besoin d'un contact qui rassure, bienveillant. Est-ce que je dois débrancher, pas débrancher? Un contact immédiat. Donc c'est le défi qu'on est en train de remplir avec ce numéro de la cybersécurité qu'on a étendu sur toute la région à disposition de nos confrères. Et le drame, il est hier. Hier, donc on a un confrère qui nous appelle hier soir, usurpation d'identité d'un de ses collaborateurs pour émettre un paiement vis-à-vis d'un de ses clients. Donc un de ses clients qui se fait appeler, il pense par le cabinet, il pense par un des collaborateurs du cabinet pour émettre un paiement au profit d'un OPCO, un organisme de formation. Enfin tout ça il est très bien rodé, qui correspond à l'entreprise, qui correspond à tout, sauf que le RIB bien sûr n'est pas le bon et ça va partir ailleurs. Et ben voilà, cette tentative de fraude donc a été déjouée, ça a été remonté sur le numéro cyber, on a pu voilà organiser le dépôt de plainte et l'information aux confrères. Voilà. C'est de plus en plus rodé, ça c'est évident. Ce qui bah, Ah, est ça évident, c'est que s'accélère, hein, voilà, ça ouais, s'accélère ouais. fortement. Je pense que l'IA n'y est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à l'IA qui est un tel dans le cabinet, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se recroiser et participer à cette accélération. Mais il faut qu'on mette en place le plus de dispositifs humains et d'accompagnement possible dans la formation et l'initiation à la cyber, mais également voilà, en cas de problématique de résolution de ces sujets-là, immédiat et avec un accueil bienveillant et surtout éviter la panique et avoir les bons gestes. Mmh. Voilà, donc je voulais te faire part de cette initiative. J'espère qu'elle sera pas couronnée de succès, parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'attaques, mais en tout cas qu'on aura pu répondre à beaucoup de questions. IA et puis je pense facture électronique qui a des bons côtés, mais à mon avis, le mauvais côté, c'est que concrètement, demain, les factures d'achat vont arriver direct dans une sorte de boîte de réception. Là, aujourd'hui, il fallait connaître Avec à quel mail potentiellement dans notre l'envoyer, métier, dans le cadre du full service, une mise en paiement, par ouais, exemple, voilà. Donc et là, il va éventuellement par un falloir, call. Ouais. être très vigilant. Peut-être pour En tout cas, les clôturer le fraudeurs, je pense, seront au rendez-vous. ouais, Et il va Ah, falloir ça qu'on soit c'est au rendez-vous une sur chance, ouais. ouais. sur la détection de la fraude. Peut-être pour clôturer ce podcast, est-ce que vous pouvez chacun d'entre vous donner un conseil à
un jeune qui, justement réfléchit à est-ce que jeune avocat ou jeune expert comptable qui réfléchit à, est-ce que je me lance justement en politique, de ma profession, Est-ce que le bon terme, c'est politique? Ouais, je suis Ouais, pas c'est Est-ce que sûr peut-être je pas non me plus, politique, moi. hein, est-ce que je me mets au au service de ma service de ma profession? profession, ouais. Est-ce que je Mmh. participe à un projet, au service de ma profession? Parce que finalement, ce terme politique, dans la politique professionnelle, il prend peu de sens. Est-ce que j'ai envie de mener des projets avec la profession? Est-ce que j'ai envie de me challenger et cetera? Tu veux dire que les politiques sont pas au service du pays, Ah non, je veux rien dire du tout à travers ça, mais dans la connotation du mot politique, tu as tout de suite Ah, il y a le un truc négatif comme voilà, monopole, exactement. Donc moi, je me dirais plutôt: est-ce que je me mets au service, de ma région, à défendre ou aller avec un projet, et puis challenger éventuellement le projet qui est en place? Parce que c'est ça finalement la politique, c'est de se challenger pour en ressortir le meilleur. Ce qui est pas toujours le cas, on le voit, dans les Mmh. différents débats. Donc je pense qu'il faut s'élever de ça, il faut que nos professions soient au-dessus d'un débat politique, parce que ça gangrène tout. Par contre, oui, un jeune, il doit y et aller, mais et même un plus ancien, qu'importe, même s'il a beaucoup d'expérience, il faut qu'il vienne faire partager son expérience. Moi, j'ai été un très jeune élu. Je suis encore un jeune élu par rapport au panel d'âge moyen de la profession. Vous pouvez pas imaginer l'expérience que j'ai captée et qu'on m'a transmis à travers les différentes personnes que j'ai pu côtoyer dans l'interpro, mais également dans ma profession et des experts comptables que j'ai pu côtoyer. Alors, je l'ai capté, j'en ai fait, voilà, je suis arrivé tout feu tout flamme, comme on peut arriver tout feu tout flamme. Puis après, on va apprendre l'humilité, hein, parce que finalement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et, et forcément, pas forcément à reproduire. Donc voilà, il faut capter, toute cette connaissance qu'il peut y avoir, dans les ordres et puis avoir une volonté d'apporter du service, se rendre utile. Voilà, moi je dis souvent servir et être utile, c'est vraiment mes 2 mots et enfin être militant, c'est-à-dire que quand il y a des sujets qui apparaissent et ben c'est peut-être pas au syndicat de s'en emparer, c'est aussi avoir le courage avec l'ordre de s'emparer de sujets et de militer, contre des sujets, où il peut y avoir une incompréhension de nos pouvoirs, politiques, publics pour le coup, de notre profession et militer pour qu'on remette les choses, de bon sens, de terrain, parce que nous sommes des personnalités de terrain, hein, dans nos cabinets, nous sommes des exerçants de terrain et remettre les choses de bon sens. Donc voilà, je pense qu'il faut que les confrères s'emparent, hein, de nos ordres, Il y a besoin. viennent prêter main forte, aux ordres, mais Mmh. sans aucune volonté, politique, ou autre, mais juste servir, représenter, favoriser, dénouer, expliquer, voilà, ce mmh qu'est nos métiers et rayonner parce que nos professions sont des professions d'excellence, je le disais tout à l'heure et elles doivent rayonner, elles doivent, rentrer dans le débat économique et être au cœur de la société. et d'ailleurs, je crois, il me semble, qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est assez apartisan, enfin, c'est une des régions où justement il y a le plus de listes un peu mixtes où tu as pas enfin, justement, Ouais, vous en êtes fait, au-dessus du tu vois, politique comme tu dis, quoi, ouais. typiquement, je représentais une liste syndicale, Mmh. mais dans laquelle, il Tu n'y a des pas gens de tout. d'obligation, d'être syndiqué, voilà. J'invite par contre les gens à se syndiquer. C'est hyper Mmh. important puisque, le combat est différent et la représentativité, politique et la représentation vis-à-vis du politique est complètement différente. Donc il faut se syndiquer et il faut prêter main forte aux syndicats, quels qu'ils soient. Mais tu as raison, on est une profession, en région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, traditionnellement plutôt libérale, ce qui est plutôt vraiment le cas des grandes métropoles en réalité, hein, avec, des cabinets atomisés, des petites structures, ce qui fait, bah, que c'est parfois un peu gaulois, hein, les voix, vont dans un sens, dans un autre et cetera et puis, bah, il faut réussir à réunir, Mmh. voilà, mener un projet et puis le mener à bien. Merci beaucoup, Alban. Au début de mon bâtonnage, j'ai été interrogé par un média, local et qui m'avait posé la question et effectivement, le rôle de bâtonnier est un rôle politique, mais au sens noble de la politique. C'est-à-dire qu'on est là pour représenter notre profession dans la cité. On a des projets, les avocats sont au service de leurs clients, mais au service de l'intérêt général et ils travaillent avec la mairie, avec la région, avec la métropole, avec le département du Rhône également. On est au cœur d'un certain nombre de sujets pour notamment ce qui est de ce qu'on appelle l'accès au droit, c'est-à-dire l'accès au droit qui est pour tous. Mmh. Donc oui,
on a un rôle, de représentation, on a un rôle, pour, générer des projets dans l'intérêt général. Voilà, ça je crois que c'est vraiment important de le dire. Après, quand on a envie, de se lancer, dans, je dirais la vie ordinale, hein, ce qui est un terme un peu, pompeux, mais, il faut quoi? Il faut aimer agir, il faut aimer, la collectivité, il faut pas penser qu'à soi, Mmh. il faut aimer son métier et il faut avoir un peu de disponibilité, mais en fait la disponibilité, On se dans la une crée. certaine mesure, on la trouve, on l'organise et on la crée effectivement. Bon, c'est vrai que, avant d'être bâtonnier, ben oui, on intervient dans d'autres sujets, des sujets ordinaux et il faut arriver un peu à faire le tour. On c'est pas forcément la première fonction qu'on va briguer. On a besoin d'un petit peu, d'expérience, mais c'est ça qui est intéressant et je suis d'accord avec Damien, lorsqu'il y a eu l'élection du prochain, bâtonnier, je leur ai dit: «Je suis sûr que, vous saurez être des bons bâtonniers avec 3 mots importants: servir, servir, servir». OK. Et ben, merci beaucoup, à vous 2. Merci d'être au service de vos professions et puis, Est-ce qu'on a le droit de faire un peu de promo sur nos événements futurs? Dans les avec quelques plaisir, minutes hein, qui nous avec grand restent, plaisir, avec Arthur, grand plaisir. toi, tu as peut-être quelques Vas-y, événements vas-y, je t'en avant? prie, Tu as vu, vas-y. je prends la main sur ce Vas-y, podcast oui, mais tu as d'Arthur, c'est raison, je sais terrible. pas ce que faire. Merci Tu as Arthur. bien raison, tu as bien Ouais, raison. ouais, ouais. Donc, nous, bien sûr, on a le congrès national de l'ordre des experts comptables qui arrive à Lyon, qu'on accueille à Lyon du 16 au 19 septembre. On est ravis, voilà, de vous accueillir, bien sûr, en tant que Ouais. partenaire. Combien d'experts Et, comptables tu sais? alors écoute, ça devrait être un congrès Viser record. les 10 000? Non. On n'a rien dit. Écoute, aujourd'hui, on est sur une base de 7 500, 8 000. On verra ce qui en ressort, mais ça risque d'être un congrès régional record. Pour plein de raisons, je pense que Lyon est une ville très attractive, hein, au centre de notre territoire. Et puis parce qu'on a voulu ce congrès, bien sûr lyonnais, mais régional. On met en valeur, nous, la région et toute la communication qu'on a pu faire est régionale. Voilà. Nous, ce qui importe, c'est les territoires. C'est notre label école de la profession sur la formation, de former au plus près des cabinets et des besoins des cabinets sur les territoires. Tout ça, c'est pour nous très important. Alors, il y aura des festivités très importantes, notamment le mercredi soir avec un artiste de renommée internationale dont j'ai pas le droit de dire le nom dans ce podcast, mais voilà, qui en général met un casque et fait dérouler les platines, donc vous allez vous régaler. Pas Et mal. un prochain sujet, c'est le forum de la facture électronique auquel nous avons la chance d'avoir quelques partenaires, dont Pennylen, qui vont participer le 20 janvier 2026. Voilà, dans ce grand lancement de la facture électronique, il sera pas trop tard puisque la DRFIP a priori et la DGFIP vont faire leur campagne de communication à partir de décembre. Ça sera un sujet d'actualité et ça fera pas voiture balai, mais vraiment un grand élément d'ensemble et on attend du monde à la Cité internationale à Lyon. Nous, on a un mandat qui est très court. C'est 2 ans le mandat de bâtonnier, donc et de vice-bâtonnier et donc avec Sarah Kébir, on arrive dans ces derniers mois, ces espèces de sprint des 4 derniers mois, donc on a plein d'événements, qui vont terminer, ce mandat. On a des projets qui arrivent, vraiment à maturité et notamment celui de la chambre, d'arbitrage et de médiation de Lyon. Il n'y avait pas à Lyon de chambre d'arbitrage alors que Lyon, la région Rhône-Alpes, on le sait, est la 2e région économique, la Pardieu est le 2e quartier d'affaires de France. On a, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse qui sont, à proximité. Il n'y a pas non plus dans le sud-est, je crois, de chambre d'arbitrage. Donc voilà, c'est un nouveau moyen. Il faut savoir que, la justice aujourd'hui, compte tenu des budgets, toujours plus faibles, qu'on lui alloue, est totalement embolisée. Il faut donc trouver d'autres modes alternatifs de règlement des, litiges. Donc il y a la médiation, il y a la conciliation au tribunal de commerce. On a beaucoup travaillé avec le tribunal de commerce sur ces questions, qui est vraiment en pointe. Le OK. tribunal des activités économiques de Lyon est vraiment en pointe sur ces questions. Mmh. Et donc, avec, la CCI, Lyon Métropole, Roanne, eh bien, on a lancé, cette chambre d'arbitrage qui sera, officiellement, sur les fonds baptismaux début octobre. Et c'est une
très belle réussite. Je suis vraiment content. C'est quand même un Sacré bel boulot, événement j'imagine aussi. pour les entreprises de la région. Et puis, alors ça, c'est plus au niveau de la profession d'avocat, mais il y a un sujet sur la relation entre les avocats associés et les avocats collaborateurs, les relations qu'ils peuvent avoir, qui sont un statut qui est libéral d'avocat collaborateur. On a voté au Conseil de l'Ordre la possibilité d'avoir un apport d'affaires, notamment entre avocats et notamment au sein du cabinet. Et donc, on veut pousser ce sujet qui est un espèce de serpent de mer dans la profession depuis des décennies, qui n'arrive pas à être mis sur la table de manière raisonnable, on va dire. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire aboutir avant la fin du mandat, ou en tout cas de le pousser au Conseil national des barreaux, qui est un peu le parlement de la profession. Voilà, donc 2 beaux sujets qui sont des sujets techniques certes, mais qui sont importants pour la profession. Et bah, super. Merci beaucoup. Et donc nous, en revanche, bah, on n'aura pas la star internationale, Pas mais d'aff j'aurai plaisir d'aller la voir C'est avec ça, mon ouais, ami Damien. voilà. Ouais, mais tu es déjà invité, Alban. Merci Arthur. Merci Merci en à tout vous 2. cas, merci beaucoup. Merci. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Contatech sur votre plateforme préférée et abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu.